Bienvenue dans Oui Haïti Capable, une émission qui choisit délibérément de regarder Haïti autrement, non pas avec les yeux de ceux qui la plaignent, mais avec ceux qui y croient. On parle souvent de la relation entre la France et Haïti en termes d'histoire, de passé. Ce soir, nous allons en parler autrement, en termes de présent et d'avenir, en termes de partenariat réel, vivant, ancré dans la vie quotidienne des Haïtiens. Ce soir, cet épisode est particulier et je dois commencer par une coïncidence pour le moins inhabituelle. Mon invité s'appelle Antoine Michon. Je m'appelle Xavier Michon. Nous ne sommes pas de la même famille, du moins, par ma connaissance, mais il y a peut-être dans cette coïncidence un signe que cet entretien sera plus qu'un échange de politesse diplomatique. Antoine Michon est l'ambassadeur de France en Haïti. Ancien élève de l'École nationale de l'administration, il a pris ses fonctions avec, de son propre aveu, une conviction: renforcer la relation entre la France et Haïti. Pas la gérer, la renforcer. Depuis son arrivée, il n'est pas resté derrière son bureau. Il a parcouru le pays du Grand Sud au Grand Nord, de Saint-Louis du Sud à Jean Rabel, pour voir de ses propres yeux les projets que la France finance dans les territoires, que la crise de la capitale a tendance à éclipser. Il a remis des véhicules à la PNH. Il a inauguré des routes. Il a été présent à la rentrée scolaire 2025-2026 aux côtés des élèves, parce qu'il croit que l'école est l'un des derniers remparts. En 2025, la France a consacré 45 millions d'euros à sa coopération avec Haïti. Sécurité, aide humanitaire, développement, culture. 400 policiers et policières formés par des experts français. 80 000 élèves nourris grâce aux cantines scolaires sur les 10 départements. Des routes inaugurées. Des alliances françaises qui maintiennent leurs portes ouvertes même quand la ville se ferme. Ce sont les signes d'un partenariat qui ne se résume pas à des déclarations. Ce soir, nous allons parler de tout cela, mais aussi de culture, de jeunesse, d'alliance française. Parce qu'un ambassadeur de France en Haïti, c'est quelqu'un qui porte une langue, une vision et une conviction que l'avenir de ce pays vaut qu'on s'y engage pleinement. Monsieur l'ambassadeur Antoine Michon, encore un plaisir de le recevoir. Bienvenue à Haïti Capable. Merci Xavier, cher cousin, puisqu'on se donne du cousin. Très heureux d'être avec vous pour cette émission. Alors commençons sur ce que je venais de dire. Vous avez pris vos fonctions et un de vos messages clés, c'est de renforcer la relation entre la France et Haïti. Il ne s'agit pas de la gérer, il s'agit de la renforcer sous un partenariat. Que voulez-vous dire exactement avec cette expression ? Bon, quand j'ai parlé de renforcer la relation entre la France et Haïti, je dirais que j'ai choisi ce mot volontairement, parce que c'est vrai qu'on a une histoire ancienne, complexe, douloureuse à bien des égards, mais une relation entre deux pays ne peut pas vivre dans le passé. Et donc c'est vraiment la volonté que cette relation vive dans le présent, qu'elle soit tournée vers l'avenir. Et alors pour moi concrètement, effectivement, ça a consisté à aller un peu partout dans le pays où nous avons des projets, là où nous travaillons avec les Haïtiens, avec les Haïtiennes. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, j'ai été dans tous les départements du Sud, dans tous les départements du Nord. Il me reste encore à aller dans l'Artibonite et dans le centre. Et bon, bien sûr, je suis ici dans l'Ouest. Et aller souvent au bout de la route, au bout de la piste, voire au bout du chemin dans certains cas. En dehors des sentiers battus. Totalement en dehors des sentiers battus. Mais pour y aller à la rencontre des gens avec qui effectivement on travaille. Souvent ce sont des ONG françaises en partenariat avec des ONG haïtiennes, donc avec des professeurs, avec des agriculteurs, avec des élèves. Et je pense que c'est important pour comprendre Haïti de découvrir ses plaines, de découvrir ses mornes, de découvrir aussi ses côtes qui sont magnifiques. Et ce qu'on découvre aussi en voyageant à travers le pays, c'est l'énergie du pays, l'énergie des gens, leur créativité. Et parce que c'est vrai, effectivement, Haïti est dans une crise très grave, qu'on ressent énormément ici à Port-au-Prince. Mais partout, malgré tout, on voit des gens qui sont là pour créer, pour entreprendre, et qui ont toujours cette volonté. Et donc voilà, pour nous,
être utile, être dans le partenariat, c'est être sur le terrain avec ses créateurs, avec ses entrepreneurs, agriculteurs, professeurs et avec les élèves. Parlons de partenariat. Nous savons que la France partage une langue, une créativité. Elle partage aussi une certaine conception de la littérature, de la poésie. 100 à 150 000 Haïtiens qui vivent en France, des étudiants, des artistes. Et cela est un élément aussi qui renforce ce tissu, cette relation entre les deux pays. Dans ce cadre de ce partenariat, comment on profite de cette relation pour justement mener et aller de l'avant dans le cadre de le partenariat que vous proposez? Bon, alors c'est vrai qu'on a peut-être bien sûr cette particularité d'avoir cette histoire en commun et d'avoir cette culture et cette langue en commun, en partage, et qu'on partage avec tous les francophones à travers le monde. D'ailleurs, on vient d'inaugurer ce matin la quinzaine de la francophonie en Haïti, voilà. Qui est avec des événements qui auront lieu à travers tout le pays. Donc on évoquait justement cette culture en commun, ces valeurs aussi qui sont en commun. Et je pense que, bien sûr, cette culture en partage, ça crée une proximité, une compréhension qu'on trouve bien sûr dans la littérature, qu'on trouve dans les arts, et une espèce de pont aussi permanent entre nos deux pays et qui est nourri aussi, effectivement, comme vous l'avez mentionné, par la diaspora, parce qu'il y a entre 100 et 150 000 Haïtiens et Haïtiennes qui vivent en France, en métropole, en Martinique, en Guyane et en Guadeloupe aussi. Et ça nous aide à être, je pense, beaucoup plus proches. Et dans le partenariat qu'on a ici avec Haïti, je dirais ça nous donne une capacité de compréhension mutuelle. Quand on fait travailler des magistrats, des policiers ensemble, des douaniers, comme on a aujourd'hui des coopérations dans ce domaine, s'il y a aussi une identité commune légale, ou disons le système légal légaux sont très proches. Donc voilà, on a cette proximité, je pense, cette compréhension mutuelle qui est un grand atout, et puis cette diaspora qui participe aussi à nos projets de coopération. Je voudrais revenir sur le thème sécuritaire, qui est un élément principal de la coopération française dans le pays et qui répond à une nécessité qui est naturellement extrêmement de ces jours. La France a formé des policiers, plus de 400, notamment avec le déploiement d'experts du RAID. Vous avez donné des équipements et une coopération relativement importante et reconnue dans le pays. Plusieurs fois, on entend que les coopérants ont une coopération et qu'ils doivent s'aligner, qu'ils doivent respecter certains mécanismes d'appropriation, qu'ils doivent respecter une dignité nationale. Comment trouver cet équilibre, justement, pour ne pas être perçu comme un tuteur, plutôt un partenaire aligné? Bon, moi, la question de la souveraineté, elle est essentielle. Et je pense là-dessus, je vais être très clair. La sécurité d'Haïti, elle ne doit pas être importée. Elle doit être construite par les Haïtiens eux-mêmes. Et donc, nous, dans ce partenariat que l'on a avec Haïti, dans le domaine de la sécurité, qui effectivement c'est devenu des grands axes de notre partenariat, c'est pas de se substituer à l'État haïtien. Bien sûr. C'est d'appuyer, de former, de renforcer des capacités. On le fait avec les policiers, on le fait aussi depuis 1 an avec les militaires. Les policiers sont formés ici, effectivement, par des unités d'élite de la police française. Les militaires sont formés en Martinique. On en a formé 100 l'année dernière et on en formera à nouveau 100 cette année. Et donc, quand on est dans ces formations, ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est vraiment ils ont souvent le terme qui revient souvent, c'est on est des frères d'armes. Et donc et où il y a cette question de cette compréhension mutuelle, mais aussi on est partenaires d'égal à égal. Yeah. Les policiers haïtiens qui sont formés par le RAID sont toujours très fiers après de porter un badge du RAID sur leur uniforme. Et moi, je parle toujours avec les formateurs qui viennent ici, et ils sont aussi très heureux de ces formations parce qu'ils apprennent aussi au contact de ces policiers qui sont engagés dans des
dans on peut dire un conflit quand même très 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 dur. Et ils sont très admiratifs de leur courage, de leur engagement. Mais donc voilà, notre objectif, c'est vraiment que les forces de sécurité haïtiennes, policiers et militaires, soient renforcées. Et au fond, notre objectif, c'est de permettre à l'État haïtien d'exercer pleinement sa souveraineté sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble de ses frontières également. Donc, on est vraiment dans cette logique-là. Je voudrais parler d'un deuxième volet qui fait partie des priorités de l'État haïtien. On parle de la sécurité, on parle du processus électoral. Nous avons aujourd'hui un pays qui s'achemine vers un processus électoral avec des élections générales, qui est déjà engagé, avec un chronogramme électoral déjà annoncé. Qu'est-ce que vous voyez en termes de collaboration, d'apport de la France et de coopération en général? Bon, alors c'est évident que les élections seront un moment important, une étape très importante, parce que ce scrutin, de son organisation, l'enjeu c'est permettre un retour à l'ordre démocratique et constitutionnel. Et le choix de ces futurs dirigeants pour l'exécutif, parlementaires représentants pour le Parlement, il appartient et il doit appartenir exclusivement au peuple haïtien. Et donc nous, notre rôle comme partenaire, et comme les autres partenaires, c'est d'aider à créer les conditions d'un processus qui soit crédible. Ça passe d'abord par la sécurité, c'est vraiment l'étape préalable, indispensable pour l'organisation du scrutin et pour la conduite des campagnes par les candidats et pour la participation de tous les citoyens. Donc tous les citoyens, ça veut dire tous les territoires de la République. Et notre rôle, donc, c'est d'accompagner sur la sécurité, sur l'organisation et sur l'observation électorale aussi pour garantir un scrutin libre et sincère. Mais voilà, toujours avec une ligne aussi très claire, c'est le respect plein entier de la souveraineté haïtienne. La démocratie, elle peut pas être imposée de l'extérieur. Bien sûr. Elle doit être portée par les citoyens. Et donc, voilà, il faut que les conditions de sécurité soient réunies pour que cette élection puisse être organisée. Et ensuite, ce sera vraiment aux citoyens haïtiens de choisir leurs dirigeants. Passons à une autre thématique. La France a fait de l'éducation une de ses priorités. Nous savons tous que, à travers la coopération technique et financière française, 80 000 élèves bénéficient d'un appui, notamment pour des cantines scolaires. En termes concrets, ce sont des jeunes qui aujourd'hui sont à l'école, ne sont pas dans la rue et qui justement sont éduqués et ne sortent pas un peu du contexte de formation. Pourquoi ce choix, sachant qu'aussi le système scolaire est sous pression et notamment dans les zones où aujourd'hui les gangs ont une certaine mainmise? Bon, alors, c'est le choix de l'éducation, ça a toujours été une priorité très importante de notre coopération. Conviction que l'école, dans tous les pays, bon, on est quand même, la France, l'école de la République, c'est une institution. On sait tout ce qu'on doit, à tout point de vue, à l'école, et donc on a cette conviction. Donc on a investi depuis longtemps. Il y a les cantines, je vais y venir, mais on a des programmes, on a accompagné la révision des programmes scolaires dans le secondaire. On travaille sur la formation des enseignants, et notamment en français, et aussi sur la construction d'écoles ou la reconstruction d'écoles, notamment dans les zones touchées par le séisme dans le sud. Et effectivement, depuis plus de 10 ans, on est engagé sur les cantines scolaires. Aujourd'hui, à hauteur de 80 000 élèves qui sont couverts dans tous les départements, dans les 10 départements du pays. Avec effectivement cette conviction, et on était président, maintenant on est vice-président de Ces cantines couvrent aussi les zones occupées par les gangs? Ou c'est simplement... Il y en a, oui. Il y en a? Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors c'est plus compliqué pour acheminer, bien sûr, les denrées, mais il y en a. Et ici dans Port-au-Prince. Et donc les cantines scolaires, pour nous, voilà, c'est l'idée que un repas, bien sûr, facilite souvent l'assiduité, la présence. C'est aussi un repas nutritif, et donc c'est la bonne santé de l'élève, sa capacité à apprendre. Et il y a une particularité, c'est que depuis le début, quand nous sommes engagés sur les programmes de cantine scolaire, que ce soit
en direct, parce qu'on a un programme en direct et on a un programme à travers le PAM. Il y a toujours une condition absolue, c'est que ce soit uniquement avec des produits locaux. Donc on le voit aussi comme un programme qui permet de soutenir l'agriculture locale, les petits paysans, les petits producteurs, et que les repas soient des repas de qualité avec des produits de qualité dont on maîtrise la qualité. Donc voilà, c'est un programme très, je dirais très important pour nous et qui nous semble porteur de beaucoup de résultats positifs pour les enfants, pour les agriculteurs, pour la santé des enfants aussi. Une autre thématique, je sais qu'elle vous est particulièrement et vous tient à cœur. La France a une coopération culturelle et académique importante, avec des alliances françaises pratiquement dans tout le pays, notamment dans la Grande Anse, dans le Sud. Et je vous ai vu personnellement vous engager dans des activités qui reflètent justement cette importance que vous lui accordez. Je pense qu'une partie du public se pose la question aujourd'hui. Cette coopération peut-être est un luxe par rapport aux nécessités et les défis que l'on peut avoir dans le pays. Comment vous voyez cela, sachant que la jeunesse en a besoin, hein, mais aussi comment vous répondez à ces sceptiques qui disent peut-être c'est pas la priorité, la sécurité est la priorité. Est-ce un luxe ou non? Alors, je suis convaincu que la culture n'est jamais un luxe, au contraire. Et peut-être que quand un pays traverse, comme Haïti aujourd'hui, des moments difficiles, la culture c'est peut-être même une nécessité. Et ici plus qu'ailleurs, parce que c'est un pays qui a une créativité extraordinaire. Un pays qui a inventé une langue, qui crée dans tous les domaines artistiques des productions originales uniques, que ce soit en peinture, que ce soit en musique, dans le théâtre également. Et donc, nous, la France a toujours été très engagée sur la politique culturelle chez nous, mais aussi à l'étranger, et ici, naturellement. Et je pense que c'est ici, en Haïti, sans doute, que on a en premier engagé une politique culturelle à l'étranger. Parce que l'Institut français en Haïti a été créé en 1945, ce qui est assez remarquable. La France sort de la guerre complètement exsangue, détruite. 4 mois après la fin de la guerre, on ouvre ici à Port-au-Prince. C'est un signe fort, non? Oui, mais signe fort d'engagement et aussi de l'importance de la culture dans la relation bilatérale. La relation bilatérale, je dirais, de coopération, pour moi, elle commence à ce moment-là. C'est vraiment un acte fondateur. Ça fait 80 ans. Et il a toujours été ouvert. Quelles qu'aient été les vicissitudes, y compris dans la relation bilatérale, il est toujours resté ouvert. Il y a effectivement 5 alliances françaises, dont la plus ancienne, celle de Jacmel, je crois, date de 1924, donc même encore avant l'Institut français. Et on a 5 alliances françaises, donc à travers le territoire, qui sont toujours restées ouvertes et qui sont des lieux, bien sûr, d'enseignement du français, et c'est très demandé, mais d'enseignement également du créole. On a des professeurs de créole à l'Institut français, et il y a d'autres enseignements, parfois techniques, qui répondent aussi à des besoins, notamment en province, pour beaucoup de jeunes qui ont été déplacés. Ça leur permet de suivre des formations dans ces lieux. Mais c'est aussi un espace de création. C'est un lieu de, je dirais, des plateformes culturelles avec une attention très forte portée à l'émergence des talents et à l'accompagnement de ces talents. Et l'Institut français en particulier a une longue liste de jeunes artistes dans tous les domaines qui sont, on peut dire, un peu des enfants de l'Institut, qui sont passés par l'Institut, qui ont été mentorés par leurs aînés, et qui, ensuite sont devenus parfois des stars internationales, parce que il y a cet accompagnement aussi à l'extérieur. Donc voilà, on y est très attaché, et en particulier dans cette période de crise, parce que je pense que la culture, c'est aussi une façon de renforcer l'identité haïtienne et la confiance dans l'avenir du pays. Parlons de diaspora. Donc nous savons que plus ou moins 150 000 Haïtiens sont recensés en France, extrêmement actifs, mais plusieurs personnes disent que cette diaspora est sous-utilisée, notamment en termes d'investissement. On peut parler en termes de diplomatie culturelle et en termes de transfert de compétences. Si vous partagez ce constat,
qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour intensifier cette relation et la rendre beaucoup plus constructive et justement de renforcer ce lien entre ces deux pays? Je suis convaincu que la diaspora haïtienne en France, hein, c'est vrai en France, donc ils étaient là aussi dans les territoires d'outre-mer, c'est une grande richesse pour la France et pour la relation bilatérale. C'est une diaspora qui est composée d'artistes, de chercheurs, d'intellectuels, d'entrepreneurs, beaucoup d'étudiants également. Et pour nous, c'est une passerelle entre les deux pays. Ce sont des gens qui connaissent très bien les deux pays, qui connaissent les différents réseaux économiques, universitaires, et donc qui jouent déjà un rôle important dans les coopérations, notamment dans les coopérations décentralisées. Souvent, ce sont des membres de la diaspora haïtienne qui sont, on a plusieurs qui sont élus locaux, et c'est eux qui sont souvent à l'origine de ces coopérations de ville à ville ou de province à province. Et alors, ça s'est un peu freiné avec la crise, à cause des liaisons aériennes, à cause des difficultés liées à la sécurité. Mais bon, il y a un potentiel très important, et c'est quelque chose qu'on souhaite en général. L'implication de la diaspora dans la coopération, c'est une grande priorité du président Macron depuis 2017 pour nos relations avec les pays en Afrique, mais aussi avec Haïti. Donc on est vraiment, on considère ça comme une valeur, comme un atout qu'il faut mobiliser. On peut certainement faire plus, mais on a cette volonté-là. Donc l'opportunité est là. En me préparant pour cette interview, j'ai fait un peu le suivi de vos déplacements, et je sais que vous vous êtes déplacé dans le sud il n'y a pas trop longtemps, ou très récemment, et vous avez constaté que Haïti est le premier producteur d'huile essentielle de vétiver dans le monde, qui naturellement est un élément essentiel pour l'industrie du luxe, notamment des acteurs comme Hermès et d'autres. Qu'est-ce que cela peut dire en termes de opportunités, de potentiel, peut-être de messages à d'autres entrepreneurs, peut-être sur d'autres secteurs, que Haïti aujourd'hui est le premier dans le monde? Est-ce qu'il y a d'autres secteurs porteurs? Est-ce que cela donne un message qui peut émuler d'autres acteurs sur d'autres secteurs? Est-ce qu'il y a quelque chose justement à retenir de cette expérience qui est unique au monde? Oui, alors c'est vrai que c'est une histoire assez fascinante. Et moi, j'ai découvert ça un peu par hasard, alors que c'est la première importation, la principale importation de la France de produits haïtiens, c'est le vétiver à 80%. Mais c'est quelqu'un qui m'a dit: ah, vous allez dans le sud, vous devriez aller visiter l'usine Fragé. Donc je suis allé visiter, et là j'ai découvert tout un univers que j'ignorais et qui est effectivement fascinant, parce que ce vétiver qui est le meilleur du monde, ils sont premiers producteurs, mais ils ont la meilleure qualité. Et c'est pour ça qu'il est très recherché, très demandé par les grandes maisons de luxe françaises et autres, mais effectivement beaucoup françaises. Et moi, ce qui me fascine dans l'histoire, c'est que le vétiver, c'est pas des grandes plantations, c'est plein de petites productions, c'est plein de petits producteurs qui font souvent ça comme une production un peu annexe qui vient au moment de la récolte, qui apporte un complément de revenus. Donc c'est plein de petits producteurs, des milliers de petits producteurs haïtiens qui sont reliés par cette filière au podium du luxe mondial, qui se retrouvent dans des bouteilles de parfum qui sont vendues jusqu'à Pékin, aux États-Unis, enfin à travers le monde, dans les boutiques de luxe. Donc il y a quelque chose d'assez fascinant dans cela. Et je pense que oui, ça montre qu'il y a des ressources considérables, qu'il y a un terroir aussi, parce que la qualité c'est le terroir, et un climat qui permet cette culture. Et c'est vrai que je trouve que c'est un bel exemple. C'est une filière qui peut encore se développer, et je pense qu'il faut travailler aussi pour que les bénéfices reviennent encore plus aux petits producteurs. Il y a des accords, il y a des entreprises qui sont engagées. C'est un thème essentiel, naturellement. Ouais. Mais c'est une filière qui est aussi un bon exemple. Et bon, je pense, bien sûr, il y a le cacao et le café, qui sont deux autres filières qui exportent, mais qui ont un potentiel d'exportation beaucoup plus important, en s'appuyant justement sur cette qualité du terroir,
sur des variétés qui sont aussi uniques. Et donc, dans le cacao, il y a aussi beaucoup de cacao qui est acheté en France. Pareil, là aussi, c'est les grandes maisons de chocolat qui achètent le cacao haïtien pour sa spécificité. Mais c'est une filière qui rencontre beaucoup de difficultés. Problèmes de route, problèmes de transformation sur place. Mais ce secteur-là on va dire l'agro-industrie, avec notamment une transformation sur place ici plutôt que ailleurs, pour que la valeur ajoutée reste ici, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager, soutenir. Et d'ailleurs, je vais au mois d'avril visiter dans la Grande Anse pour aller rencontrer des producteurs qui transforment le cacao sur place avant de l'exporter vers la France. Et parlons d'exemples, je me permets de citer. Nous venons d'interviewer Jean Cessnel de Etika, qui a gagné un prix pour son chocolat. Salon mondial du chocolat. Exactement. Donc, une autre expression de la créativité, de l'entrepreneuriat haïtien. Et lui, il parlait du jardin créole. Et c'est justement, ce n'est pas une culture extensive, mais ce sont via les lopins de terre de chaque famille que son cacao est produit. Et donc, c'est la même articulation. Et peut-être qu'il y a un modèle, justement, qui donne une caractéristique totalement différente et une authenticité. Et vous parliez de terroir. Donc, il y a peut-être quelque chose à explorer sur d'autres domaines, mais je pense qu'il y a quelque chose à émuler sur cette catégorie. Vous avez visité pratiquement tout le pays et je sais que vous avez une interlocution directe avec beaucoup de jeunes. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes? En quoi ils croient? Qu'est-ce qu'ils veulent? Quelles sont leurs propositions, leurs solutions et comment ils réagissent à cette situation que nous vivons tous, notamment dans le domaine sécuritaire, mais aussi dans la situation de développement général du pays? Parce qu'on sait que c'est une jeunesse qui y croit, qui en veut et qui propose des solutions et qui veut être acteur de ce développement. Oui, alors effectivement, moi, ce que je retiens, je dirais, de la jeunesse, c'est qu'ils traversent cette crise qui touche le pays, l'affecte très directement. Des étudiants qui ne peuvent plus aller dans leur faculté, des élèves qui ne peuvent plus aller dans leurs écoles ou qui doivent être dans des écoles où il y a 3 écoles en une. Donc c'est des situations qui sont vraiment extrêmement, extrêmement difficiles, douloureuses. Mais en même temps, partout où je vais, et c'est y compris ici peut-être à Port-au-Prince où c'est la situation est la plus dure, on voit des jeunes qui refusent d'abandonner, des jeunes qui continuent à étudier, des artistes qui continuent à créer, à rêver, des entrepreneurs qui ont des projets plein la tête et puis qui concrètement s'engagent dans des projets. Donc voilà, moi j'ai souvent aussi l'image qu'on voit tous les matins de tous ces très jeunes élèves en uniforme, extrêmement bien habillés, accompagnés par leur maman, des fois la grande sœur ou le grand frère, sur des motos ou à pied, voilà, et qui sont déterminés, toujours, et ça force le respect, véritablement. C'est ce que je ressens d'abord en pensant à la jeunesse. Mais je crois profondément que la grande richesse d'Haïti, c'est plus que ses ressources naturelles qui sont abondantes et souvent peu exploitées, c'est sa jeunesse. Et sa jeunesse parce qu'elle a cette volonté, ce courage, et puis cette capacité à créer et à entreprendre. Moi, je suis très convaincu que les Haïtiens sont d'abord des entrepreneurs. On parle du secteur privé, on parle de 300 personnes en général, alors qu'en fait, c'est tous les Haïtiens qui sont des entrepreneurs, de l'agriculteur, commerçant, et voilà. Et ça, et je pense qu'il y a une créativité entrepreneuriale qui est là et qu'il faut encourager, soutenir, accompagner. Ça, c'est notre rôle. Et puis, c'est aussi le rôle de l'État. Je pense que de soutenir cet entrepreneuriat, cette volonté d'aller de l'avant. Et est-ce qu'on peut dire que cette jeunesse a été décrite et peut-être perçue initialement comme une jeunesse qui est en armes, alors que la grande majorité de la jeunesse, c'est justement la jeunesse dont vous parlez. Les médias nous présentent cette jeunesse, c'est un jeune qui est dans les gangs. Mais on oublie que c'est peut-être une fraction de cette jeunesse et que la grande majorité veut aller de l'avant. Ça, je le dis souvent, on dit il y a 12 000 membres de gang, peut-être la moitié qui sont des jeunes, c'est 6 000 jeunes, mais il y a combien de jeunes dans ce pays? Exactement. Il y en a 6 millions. C'est un message important. Donc c'est un tout petit pourcentage. Et
la plupart, voilà, la très très grande majorité vont à l'école et même quand ils peuvent pas aller à l'école, ils se débrouillent pour étudier. Et c'est aussi un peu le drame, je trouve, de ce pays, c'est que on a une toute petite minorité de gens et dans tous les domaines. On parle pas juste de membres de gangs, on parle aussi voilà, de gens corrompus, de gens qui soutiennent les gangs, de gens qui sont impliqués dans le trafic de drogue. C'est une toute petite minorité qui pourrit la vie de 99 ou 99,9% de la population. Donc, les jeunes, non, il faut pas les stigmatiser pour ce phénomène-là, mais bon, c'est assez voilà, dramatique que parce qu'il n'y a pas suffisamment d'autorité de l'État, notamment à travers des forces de sécurité, à travers la justice aussi, trop d'impunité, qu'une petite minorité finisse par pourrir la vie de la très grande majorité de la population. Je me permets une dernière question qui est très simple. Et vous avez déjà donné les éléments de réponse. Qu'est-ce qui vous fait dire oui, Haïti capable? Bon, il y a plusieurs moments où je me suis dit oui, Haïti capable. Moi, quand je vois ces enseignants, parfois qui sont pas payés, qui vont ouvrir leur école, qui vont se présenter devant leurs élèves, quand je vois des jeunes qui remplissent une salle de concert à l'Institut français ou dans une alliance française, quand je vois ces agriculteurs qui, sans aucune aide ou presque, continuent à s'engager, ben, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, c'est que il y a dans les gens, dans les Haïtiens, dans les Haïtiennes, énormément de courage, énormément d'intelligence, énormément de créativité. Et c'est pour ça que oui, moi je crois que Haïti est capable, parce que les Haïtiens sont capables. Donc nous partageons la même conviction et je remercie le fait d'être avec nous, c'est un signe très fort. Encore merci Monsieur l'ambassadeur. On vous voit sillonner le pays et je pense que c'est un signal aussi extrêmement important. Et peut-être on aura l'opportunité d'en reparler dans une autre émission. Donc ce n'est qu'une partie remise pour une deuxième interview. Avec grand plaisir. Merci Monsieur l'ambassadeur. Merci. 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 Recevoir un ambassadeur et parler d'Haïti sans parler uniquement de crise, parler de jeunesse, de vétiver, d'alliance française, de cantine scolaire, de partenariat, c'est déjà un acte en soi. C'est choisir de regarder ce pays tel qu'il peut être, pas seulement tel qu'il souffre. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Merci pour la franchise, merci pour la profondeur et pour ce que cette présence ici dans cette émission, dans ce pays, dit de l'engagement de la France aux côtés d'Haïti. Ce qui m'a frappé dans notre échange, c'est la conviction que ce partenariat entre la France et Haïti n'est pas un héritage que l'on gère. C'est un élan que l'on construit ensemble. Des policiers et policières formés, des enfants nourris, des jeunes qui apprennent et créent dans les alliances françaises. Ce sont des actes concrets. Ce sont des vies qui changent. Ce que j'ai retenu aussi, c'est cette image du vétiver. Haïti qui parfume les plus grandes maisons de luxe françaises. Haïti dont le sol produit quelque chose que le monde entier s'arrache et dont les habitants ne voient pas encore pleinement les retombées. C'est une métaphore douloureuse et puissante à la fois. Ce pays a des ressources, il a du talent, de l'intelligence, de l'ingéniosité. Ce qui lui manque, c'est la stabilité pour que ces ressources puissent se transformer en prospérité pour ceux et celles qui les font pousser. La France est là avec 45 millions d'euros investis en 2025, avec ses experts du RAID qui forment des policiers, avec ses cantines qui nourrissent 80 000 enfants, avec ses alliances françaises qui donnent aux jeunes un espace pour créer et rêver. Ce n'est pas suffisant et personne ici ne prétend que ça l'est, mais c'est un engagement. Et dans le contexte actuel, les engagements qui tiennent mérite d'être nommée. Haïti n'a pas besoin de condescendance. Elle a besoin de partenaires qui la respectent assez pour lui dire la vérité, pour investir dans sa durée et pour croire comme nous y croyons dans cette émission que ce pays a tous les atouts pour écrire un nouveau chapitre. Oui, Haïti capable, pas comme un vœu,
mais comme une réalité que des milliers d'hommes et de femmes haïtiens et leurs partenaires construisent, jour après jour, souvent dans l'ombre, souvent sans reconnaissance. À très bientôt pour un nouvel épisode de We Haïti Capable.